Pour que nature vive. Pour que nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. La pollution, c'est l'homme. La surexploitation des ressources, c'est l'homme. Les sons, l'habitat naturel aux animaux. C'est domestiqué, on technocratise beaucoup l'agriculture. Je mange donc je suis. Donc en fait c'est ça, cette sixième crise, c'est la destruction des biotopes par une seule espèce. Il faudrait envoyer une partie de l'humanité sur Mars. Est-ce que c'est réaliste ? Le changement climatique, à 90%, c'est l'homme. Donc il est vraiment temps de ralentir et il n'est pas trop tard pour rester vivant. Être vivant depuis 3,5 milliards d'années avec Sylvie Crasquin. Accrochez-vous car nous allons résumer plusieurs milliards d'années d'existence de notre planète en seulement quelques dizaines de minutes. Et c'est ça qui est fou, on va prendre la mesure du temps et l'évolution de ce qui a précédé l'apparition du genre humain sur la planète, réaliser la folle accélération de ce qu'on a fait subir aux vivants pendant seulement quelques dizaines de milliers d'années. Et pour balayer cette gigantesque période et éclairer le présent à l'ombre des crises anciennes, nous sommes avec Sylvie Crasquin qui est paléontologue et directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour Sylvie Crasquin. Bonjour à tous. Alors dans un monde qui est dominé idéologiquement par la vitesse, l'accélération, demain c'est très très loin, l'année prochaine c'est le futur et la prochaine décennie c'est carrément de la science-fiction. Est-ce qu'on peut peut-être pour commencer évoquer les ordres de grandeur sur lesquels vous travaillez et le temps que prend le vivant pour évoluer ? Alors l'ordre de grandeur du temps du paléontologue, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender pour le commun des mortels. Et cette échelle des temps géologiques, c'est vraiment compliqué. Une vie humaine, une génération, 2 générations, 3 générations, on voit à peu près ce que ça représente. Un petit enfant avec son grand-père ou son arrière-grand-père, on arrive à visualiser ce que ça fait. Si on dit 10 générations, déjà là ça me dit un peu plus flou, je vous dis ça fait 250 ans. Et donc 250 ans, où est-ce qu'on était ? On était grosso modo à l'époque de la Révolution française. Et là, on se dit, waouh, c'est quand même très très loin. Et ce qu'on va faire nous ici, c'est qu'on va multiplier ça par des millions de fois. Donc le temps, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à expliquer et à appréhender. Alors par exemple, si on se rapporte à une horloge qui ferait 24 heures, eh bien les premières apparitions de traces d'activité, ce serait aux alentours de 3 heures du matin. Les premiers organismes multicellulaires, on serait vers 16 heures. L'explosion de la vie sur Terre, ce serait aux alentours de 21 heures. La vie sur les continents aux alentours de 21h50. Les mammifères, les dinosaures aux alentours de 23 heures. Et puis les hominidés, ce serait vraiment les toutes dernières secondes. Si on revient au temps paléontologique, c'est difficile de savoir ce qu'était exactement la biodiversité, parce qu'on manque un petit peu de sources, elle est estimée, mais en réalité ce que vos travaux nous enseignent, c'est que la biodiversité à l'époque, elle était infiniment plus grande. Oui, tout à fait. Alors si on se rapporte à ce qu'on sait actuellement, on peut estimer que le nombre d'espèces actuelles qui vivent sur notre planète serait de l'ordre de 8,7 millions d'espèces. Donc la paléodiversité, c'est tout ce qui a disparu et forcément, comme vous le disiez, c'est forcément estimé. Donc on estime entre 5 et 50 milliards le nombre d'espèces qui ont vécu, puis disparu au cours de l'évolution. Alors certaines de manière extrêmement brutale, ou d'autres qui ont évolué très lentement et se sont éteintes naturellement. Et ça représente 99,9% des espèces qui ont vécu depuis 600 millions d'années, à l'époque où vraiment la vie a explosé sur notre planète. Et donc on estime, avec les fossiles que l'on connaît, que la durée moyenne d'une espèce serait de 4,8 millions d'années. C'est une obsolescence programmée qui est quand même relativement longue. Oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas s'inquiéter non plus outre mesure. Voilà, merci de nous rassurer, ça nous laisse un peu de marge. Alors, la biodiversité, elle a été
plus grande, mais il ne faut pas imaginer l'histoire de l'humanité comme uniquement une succession de crises et de disparitions du vivant, puisqu'on a eu, on a un contre-exemple, un deuxième Big Bang qu'on appelle l'explosion cambrienne. Est-ce que vous pourriez revenir sur cet épisode où soudainement est apparue à la surface de la Terre une myriade de nouvelles espèces ? À la fin du précambrien, à la base du cambrien, c'est-à-dire aux alentours de moins 635 millions d'années, les conditions environnementales sont devenues différentes de celles qu'il y avait avant. Dans les océans, en particulier, l'oxygène était devenu beaucoup plus abondant. Les eaux sont plus chaudes, juste après de très grandes glaciations. Et donc, les organismes sont maintenant des multicellulaires et ont une reproduction sexuée, ce qui permet le mélange des génomes. Et donc, les organismes qui ont réussi à s'adapter et à survivre au refroidissement qu'il y avait eu avant, ces organismes vont se multiplier et se développer et se diversifier d'une façon exponentielle. Alors, c'est par exemple, il va y avoir différents types de faune que l'on connaît à cette époque-là. Et la plus connue est sûrement celle d'Ediacara, qui est un gisement qui est situé dans le sud-est de l'Australie, qui a été découvert en 1846. Et c'est un gisement sur lequel on trouve des formes qui sont des formes à corps mou. Donc c'est un gisement de préservation exceptionnelle où on a retrouvé toute une série d'organismes plats conservés en empreinte dans les sédiments. On a ensuite retrouvé ces organismes également dans la mer Blanche, au nord de la Russie et également au Canada. Un deuxième fait très important qui va marquer l'évolution de la vie sur notre planète, toujours à cette époque cambrienne, aux alentours de 540 millions d'années, c'est l'apparition du squelette. C'est-à-dire qu'on va avoir des organismes qui vont pouvoir se dresser. Avant, on avait des organismes qui étaient plutôt plats, et là, maintenant, on va avoir les organismes qui vont pouvoir se dresser et qui vont avoir aussi la possibilité de protéger leur corps. Donc, on va avoir apparition des squelettes internes, comme des spicules pour les éponges, choses comme ça, ou des petites carapaces qui vont protéger les organismes. Donc ça, c'est vraiment une grande révolution. C'est ce qu'on appelle aussi l'épisode des small shelly fossiles, c'est-à-dire vraiment l'apparition de ces petits squelettes. Et la grande explosion cambrienne, c'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans les faunes du Burgess, en Colombie-Britannique, datées d'un peu plus de 500 millions d'années, où là, on va observer vraiment des organismes qui commencent un petit peu à ressembler à ce qu'on connaît. On va avoir des arthropodes, on va avoir des algues, on va avoir des brachiopodes, des échinodermes. Et les formes phares de cette époque, ce sont les trilobites, qui sont des arthropodes avec 3 lobes. Dans le premier épisode de ce podcast, Bruno David nous a beaucoup parlé du temps présent et du fait que nous sommes dans la 6e grande crise de l'histoire. On va revenir avec vous sur les 5 crises précédentes en sachant qu'elles ont effectivement 3 critères communs qui font qu'on sait que ce sont bien des crises. Il faut qu'elles affectent la majeure partie de la biodiversité, il faut qu'elles soient brutales dans le temps et il faut qu'elle ait un impact général à l'échelle du globe et qu'elle ne soit pas donc locale. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliciter chacun de ces critères avec des exemples pour qu'on puisse définir ce qu'est une crise ? Alors donc une crise biologique, ça implique une extinction en masse. Alors c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait disparition de rang élevé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait au moins des familles qui disparaissent. C'est pas seulement des espèces, c'est avec des niveaux plus importants. Et des organismes qui ont aussi des modes de vie différents. Il faut aussi qu'on ait une chute drastique de cette biodiversité, c'est-à-dire le nombre d'espèces, de genres, de familles, mais aussi de la biomasse. C'est 2 choses qu'il ne faut pas confondre, la biomasse et la biodiversité. Une famille, c'est par exemple les dinosaures versus le diplodocus, pour parler de ce qui est le plus emblématique. Tout à fait, c'est ça. Donc cette crise doit se dérouler rapidement à l'échelle des temps géologiques. Alors on a toujours ce problème de temps et ce problème d'échelle. Ça peut être instantané, comme on pourra le voir tout à l'heure, mais ça peut aussi se dérouler sur 1 million d'années. Voilà, 1 million d'années, pour nous, pour géologues, c'est relativement court. Donc voilà, c'est toujours ce problème de temps. Et cette extinction en masse, elle doit être ressentie à l'échelle du globe ou, à minima, sur de très grandes distances. Par exemple, on peut avoir une crise environnementale, comme par exemple, la mer d'Aral, où il y a eu une grosse crise d'environnement, mais c'est pas une crise majeure, puisque ça n'a affecté que cet endroit-là. Il faut que ce soit quelque chose qu'on ressente à l'échelle de la planète. Et comme dans l'histoire du temps, il y a souvent des éruptions volcaniques absolument monstrueuses, mais pour que ce soit une crise, il faut vraiment que ça déstabilise un continent. Pompéi n'est pas une crise pour l'observatrice que vous êtes. Tout à fait. Mais il faut surtout que ça dure longtemps, pour que les effets du volcanisme aient le temps
de se répandre sur toute la planète. Par exemple, le volcanisme du volcan, dont personne ne sait prononcer le nom, ça n'a pas duré assez longtemps pour que ce soit considéré comme une crise. Vous voulez dire celui d'il y a quelques années dont je ne me hasarderais pas à donner le nom, mais en Tout Islande. à fait, D'accord, voilà. Ça, c'est pas une crise. Non. Ce que je vous propose, c'est du coup de revenir sur chacune de ces crises en détail, en commençant évidemment par la première. D'accord. Ce qu'il faut, juste avant de commencer les crises, c'est qu'il faut savoir que l'évolution de la biosphère, au cours des 600 derniers millions d'années, ce dont on va parler ici, c'est pas quelque chose d'hyper régulier, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des périodes où on va avoir de la diversification dans la biodiversité, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'apparitions d'espèces que de disparitions. Après, on a des périodes de stabilité où les choses se mettent en place et que ne bougent pas trop. Et après, on va avoir des phases où, effectivement, on va avoir ces crises, les 5 que vous évoquez. Alors, la première, on a vu que la vie a explosé au Cambrien, dans les mers peu profondes. Alors là, il faut bien se rappeler qu'il n'y a pas de vie sur les continents à cette époque-là. On est uniquement dans le domaine marin. Et donc, durant le Cambrien et l'Ordovicien, la vie va se diversifier. Une vie extrêmement riche, surtout posée sur le fond. Donc, c'est un peu difficile d'imaginer, mais bon, c'est une vie très riche, très développée, qui ne ressemble pas du tout à celle que nous connaissons actuellement, avec des organismes complètement différents. On va avoir beaucoup d'arthropodes, on va avoir des échinodermes, des brachiopodes, des éponges, des gastéropodes. Donc cette vie va se diversifier pendant 65 millions d'années, jusqu'à la fin de l'Ordovicien, où va se produire la première grande crise, qui est la première des 5. Alors cette crise de la fin de l'Ordovicien, elle se situe vers 440 millions d'années, et on va avoir environ 85% des espèces, marines toujours, qui vont disparaître. Alors ce sont des coraux, les échinodermes, les trilobites, les brachiopodes. Et ces organismes vont disparaître suite à un épisode de glaciation extrêmement bref, mais très très intense, qui va être suivi juste après par un réchauffement très rapide. Donc là, on va avoir un mouvement de climat, d'abord froid, puis chaud, qui va durer environ 1 à 2 millions d'années et qui va éradiquer les organismes qui ne sont pas capables de s'adapter aussi vite. Le problème, c'est toujours la relativité de ce que vous dites quand vous dites très rapide, on est quand même sur 1 million d'années. Ouais. Toujours, voilà. Pour moi, rapide, ça va être de l'ordre du million d'années. Donc, lorsque les eaux vont se réchauffer, la vie va reprendre son cours, elle va se redévelopper, et on va avoir, durant le Silurien et le Dévonien, c'est-à-dire de moins 440 millions d'années à moins 360 millions d'années, de nouveau une période de stabilité, où la vie va se redéployer, et on va avoir de nouvelles faunes, de nouvelles flores qui vont se développer en milieu toujours océanique. Donc, on va avoir de nouveau des coraux, des gastéropodes, et le Dévonien, donc cette période, ça va être l'ère des poissons. C'est vraiment la grande période où les poissons, osseux ou cartilagineux c'est tout ce qui est requin, c'est vraiment l'ère des poissons. Ils vont se développer de façon tout à fait exponentielle et avoir des formes qui sont très très grandes. Et c'est aussi à cette époque-là, au Dévonien, qu'on va avoir les toutes premières plantes sur le continent. Et ces plantes qui vont se développer sur le continent vont avoir un développement très important avec une vitesse exponentielle. Très très vite, on va avoir de très très grandes formes qui vont se développer sur le continent. Et à la fin du Dévonien, donc aux alentours de 370 millions d'années, on va avoir la deuxième grande crise qui va se dérouler à la fin du Dévonien. Et là, on va avoir 75% des espèces marines qui vont disparaître. Et en particulier les agnates, les poissons sans mâchoire ou les placodermes, qui vont disparaître. Et là encore, les coraux. Et donc, toutes ces espèces qui ont disparu à la fin du Dévonien, elles disparaissent suite à un réchauffement extrêmement brutal, là aussi, et qui est accompagné d'une anoxie des eaux. Alors, quand la température de l'eau augmente, l'oxygène a plus de mal à se dissoudre. Donc, en fait, plus l'eau est chaude, moins elle contient d'oxygène. Et forcément, moins elle contient d'oxygène, plus ça va générer des problèmes pour les organismes qui y vivent. Et également à cette période, on a eu des impacts de météorites, donc qui ont rajouté à cette augmentation de la température. Et juste après ça, il y a eu un refroidissement très rapide, donc c'est l'inverse de tout à l'heure. Et là aussi, ce changement de température très brutal va générer cette crise de la fin du Dévonien.
Ensuite, on va arriver au Carbonifère permien, c'est-à-dire qu'on va avoir sur une période de moins 360 à moins 251 millions d'années, une période de stabilité, où là, de nouveau, la vie va se redévelopper et devenir très abondante dans les océans, mais aussi cette fois-ci sur le continent, puisque les premiers animaux se sont développés sur le continent, d'abord les arthropodes, essentiellement tout ce qui est insectes, choses comme ça, et puis les vertébrés qui vont arriver sur le continent. Et on va avoir au Carbonifère le développement de forêts géantes. En particulier en France, on connaît bien ces forêts géantes qui, lorsqu'elles vont être détruites, vont donner naissance aux grands gisements houillers du nord de la France, de l'est de la France ou du Massif central. Alors ce sont essentiellement des forêts de fougères géantes qui pouvaient atteindre jusqu'à 20 mètres de haut. Donc dans cette époque extrêmement florissante de la fin du Paléozoïque, on a des poissons, des ammonoïdés, des arthropodes, des éponges, des algues, et sur le continent, donc des insectes qui pouvaient être très très grands. On a eu des libellules géantes qui pouvaient avoir 2 mètres d'envergure. Donc c'est vraiment une vie très développée, très foisonnante. Et à la fin du Permien, il y a 250 millions d'années, c'est la crise, la plus grande crise que notre Terre ait connue, où la vie a quasiment été éradiquée de la surface de la Terre. Plus de 95% des espèces marines ont disparu, et aussi 70% des espèces terrestres qui se sont éteintes aussi à cette époque-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un événement qui est un peu comme le crime de l'Orient Express, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui se sont accumulées pour causer cette crise majeure. Tout d'abord, il y a eu une baisse du niveau marin. Donc tout ce qui vivait fixé sur le plateau continental s'est retrouvé exonté, donc c'était pas très bien pour eux. Il y a eu une très très forte augmentation de température. Là, on a pratiquement 10 degrés d'augmentation de température. Des gigantesques éruptions volcaniques que vous évoquiez tout à l'heure, qui sont le volcanisme des Trappes de Sibérie. On a plus de 3000 mètres d'épaisseur de lave qui se sont accumulés. Donc forcément, ça a émis des tas de gaz toxiques. Donc tout ça, déjà, c'était largement suffisant pour éradiquer pratiquement toute la vie sur Terre. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que le niveau de la mer a remonté, mais cette fois-ci, toujours comme tout à l'heure, avec des eaux extrêmement anoxiques, c'est-à-dire des eaux très très pauvres en oxygène. Donc il a fallu très longtemps pour que la vie redevienne à peu près normale après les événements de la fin du Permien. Donc ça, c'est vraiment la crise la plus grave. Et, entre guillemets, on l'a échappé belle, nous sommes passés très près de l'extinction définitive, en fait. Exactement. Et en fait, il y a quelques survivants qui devaient avoir trouvé des milieux refuges. On a différentes hypothèses. Les milieux très profonds pourraient peut-être être ces milieux refuges. Si on prend les échinodermes, il y a un seul genre d'oursin qui a traversé la limite Permien-Trias. Et quand on voit les descendants qu'il a eus, c'est une très belle histoire, l'histoire des oursins. La récupération post-crise a été très très lente. On a eu vraiment des environnements dévastés, que ce soit sur le continent ou dans les océans. Donc il faut attendre la fin du Trias pour que la vie redevienne un peu sur Terre. Et on va voir apparaître les tout premiers dinosaures à la fin du Trias. Et ce qui est surtout important, c'est l'explosion du plancton dans les océans. C'est-à-dire qu'on va voir les micro-organismes qui vont devenir planctoniques. Et en particulier, on va voir l'explosion des foraminifères planctoniques et l'apparition du nanoplancton. C'est-à-dire que ce sont des micro-algues qui vont générer beaucoup d'oxygène. Et ça, c'est très important pour la suite. Oui, mais il y a moins de films à succès dont les héros sont du plancton. C'est plus difficile à mettre en scène, je vous l'accorde. Et nous arrivons à la 4e crise, c'est celle de la fin du Trias, justement, donc aux alentours de 201 millions d'années. Donc là, on va avoir des extinctions d'environ 40 à 50% des genres. Donc on va avoir les animaux conodontes qui vont disparaître, les placodontes, les modasasaures et toujours les récifs. Alors, les causes de cette extinction, là aussi, un fort volcanisme avec la province magmatique centre-atlantique, chute de météorites et là aussi des changements climatiques. Donc à chaque fois, on a un peu toujours les mêmes causes, les mêmes effets. Ensuite, nous allons arriver au Jurassique. Donc là, c'est l'explosion des dinosaures dans tous les milieux, que ce soit des dinosaures terrestres, aquatiques, aériens, donc les volants. Mais on va avoir aussi le développement de nombreux céphalopodes marins, ce sont les fameuses ammonites.
et des récifs très importants qui vont aussi se développer. Donc cette période Jurassique-Crétacé va se développer donc de 200 millions d'années à 66 millions d'années. Donc au Crétacé, on va avoir des dinosaures géants absolument dans tous les milieux. Et quelque chose d'important aussi, à cette époque, c'est l'apparition des plantes à fleurs. Ça, c'est vraiment aussi une révolution dans le monde végétal. Donc on parle un peu moins du monde végétal, mais ça, c'est très important, l'apparition des angiospermes au Crétacé. Et nous arrivons à la 5e crise, à la fin du Crétacé, celle qui va avoir lieu à 66 millions d'années. Donc on va avoir la disparition des dinosaures, les ammonites, les rudistes, et on va avoir aussi une crise de la calcification qui va être un souci justement pour le plancton dont je parlais tout à l'heure. Qui a tué les dinosaures C'est une bonne question. Donc, qui a tué les dinosaures ? Donc, on a eu un volcanisme très très important qui se situe cette fois-ci dans le Décan, c'est-à-dire au nord de l'Inde. Donc, c'est le même type de volcanisme que celui qui s'est produit à la fin du Permien, mais un petit peu moins important. Ça n'a duré que 500 000 années. Et aussi, bien sûr, il y a eu la fameuse chute de météorites au Chicxulub, au Mexique, qui a été mis en évidence par des traces d'iridium. Et là aussi, un changement climatique. Donc à chaque fois, on a un peu la même chose, le volcanisme qui va provoquer des changements climatiques. Et puis après, nous sommes partis pour arriver tout doucettement au monde actuel. Nous arrivons au Paléogène, de 66 à 23 millions d'années. Les grands prédateurs reptiles ayant disparu, les écosystèmes sont libres et les mammifères et les oiseaux vont pouvoir se développer. On va avoir les premiers primates aux alentours de 60 millions d'années et les premiers singes aux alentours de 40 millions d'années. Nous passons ensuite au Néogène. Alors là, pour moi, on est déjà arrivé, c'est-à-dire entre 23 millions d'années et 2,5. On va avoir la diversification des homininés, c'est-à-dire les gorilles, les chimpanzés et les hommes aux alentours de 15 millions d'années, ainsi que des orang-outans, et la diversification des hominini, c'est-à-dire l'homme et des paninas, les chimpanzés, aux alentours de 7 millions d'années. Et puis le Quaternaire, c'est depuis 2,5 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. Donc 2,5 millions d'années, c'est la lignée Homo, et l'apparition de l'Homo sapiens à 300 000 ans. Et voilà. Vous venez de nous promener dans presque 4 milliards d'années, donc il faut qu'on se repose 2 secondes pour voir un petit peu en résumé. Vous avez montré 5 crises qui ont des origines différentes, mais souvent climatiques, avec des glaciations ou des forts réchauffements, notamment des milieux marins. Au fond, ce que ça nous apprend, c'est que la nature, le vivant, repose sur l'équilibre. L'équilibre, c'est ça le maître mot, et que tout déséquilibre violent menace le vivant. Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir ? Oui. L'équilibre des écosystèmes, c'est-à-dire en fait quand on dit écosystème, c'est les organismes dans leur environnement qui interagissent les uns avec les autres et les organismes agissent aussi sur leur environnement. C'est donc directement lié à cet équilibre de l'environnement. Et le moindre déséquilibre intense, sans forcément être violent, ça peut être intense en n'étant pas violent, forcément ça va bouleverser cet équilibre. Donc si on modifie un paramètre, que ce soit la température, la profondeur, la salinité ou l'oxygénation, on modifie de fait l'équilibre des chaînes alimentaires. Alors, la chaîne alimentaire, c'est producteur, consommateur, décomposeur. Donc si on modifie un des éléments, c'est toute la chaîne alimentaire qui va être bouleversée. Et donc on va répartir de fait les niches écologiques de façon différente. Donc cet équilibre, il est extrêmement fragile. Quelques degrés d'augmentation ou de diminution de la température des eaux, en particulier c'est surtout les eaux qui sont importantes, peuvent être fatales à un grand nombre d'organismes. Alors j'aime pas trop faire des rapports à l'homme, mais je vais en faire un quand même juste ici. On a une température moyenne normale de 37 degrés. Si on augmente de 5 degrés notre température interne, on meurt. Oui, à 42, c'est voilà, c'est létal. Donc il faut bien s'imaginer que si on augmente la température de l'océan de 6, 7, 8, 10 degrés, comme c'est arrivé à la limite du Permien-Trias, on tue tout ce qu'il y a dedans. Alors il y a des organismes qui arrivent à s'adapter à des variations de température, des variations de salinité, mais la grande majorité est quand même inféodée à un milieu et à des conditions de vie. Et les coraux, dont j'ai parlé plusieurs fois, sont extrêmement sensibles à ces variations.
Alors ce que vous montrez effectivement, c'est que les très grandes crises, elles sont très très rares, c'est tous les plusieurs centaines de millions d'années. La dernière grande crise de l'histoire de l'humanité, elle remonte du vivant justement, elle remonte à il y a 66 millions d'années, et malheureusement, il semblerait que nous sommes en plein milieu de la 6e grande crise, et malheureusement, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, puisque l'homme a un rôle absolument fondamental dans la crise qu'on traverse actuellement, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pour la première fois de toute l'histoire de la vie, depuis son apparition, il y a une espèce, cette espèce, c'est Homo sapiens, qui domine en biomasse l'ensemble de la biodiversité. Alors, c'est-à-dire avec tout ce qui participe à son alimentation et à ses besoins. Et donc, cette dominance d'une espèce sur les autres, eh bien, ça modifie les processus naturels et ça cause l'extinction en masse d'autres espèces par destruction extrêmement rapide des biotopes. Donc en fait, c'est ça, cette 6e crise, c'est la destruction des biotopes par une seule espèce. Alors évidemment, je vais vous demander ce que votre regard de paléontologue voit sur l'évolution, parce qu'au fond, vos travaux montrent que 99,9% des espèces qui ont vécu sur notre planète ont disparu naturellement depuis l'apparition du vivant. C'est ce que vous nous avez très très bien expliqué avec les 5 crises précédentes. Alors évidemment, ça veut dire que les chances de survie humaine, elles sont quasiment nulles. Mais il y a quand même un peu de suspense, parce que aucune espèce dans l'histoire n'a été capable, ne serait-ce que du millième de notre ingéniosité humaine. Alors pour le meilleur et pour le pire, évidemment, je pense aux trottinettes électriques, mais ça nous laisse quand même un tout petit espoir, non ? Oui, bien sûr. Donc à l'échelle des temps géologiques, comme je le disais au début, la moyenne de vie d'une espèce, c'est 4,8 millions d'années. Donc on n'est là que depuis 300 000 ans, donc a priori, on devrait pouvoir tenir encore un petit peu. Mais toutes les espèces sont appelées à disparaître. Malheureusement, l'espèce humaine, comme toutes les autres, on disparaîtra un jour. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la disparition d'une espèce, c'est quelque chose qui n'est pas instantané. Pour qu'on ait une disparition instantanée de l'espèce humaine, il faudrait que quelqu'un de très malade appuie sur le gros bouton rouge et fasse exploser la planète, ce qui n'est pas forcément impossible, mais on espère que ça n'arrivera pas. Mais sinon, l'humain est capable de prolonger sa propre survie, puisqu'il est capable de créer des tas de choses qui améliorent son quotidien, les médicaments qui vont pouvoir prolonger son espérance de vie. Puis en même temps, on fait des tas de bêtises en détruisant son écosystème qui est absolument vital. Bon, c'est ça un peu toute la contradiction de notre espèce. Mais ce qui est important, qu'un regard de paléontologue, c'est la vitesse à laquelle les choses se produisent actuellement. J'ai beaucoup insisté sur la notion de temps en paléontologie. Même quand il y a un événement instantané comme la chute de météorites, c'est pas que la chute de météorites qui a causé les extinctions. Il a fallu qu'il y ait d'autres choses, comme le volcanisme, qui lui est un phénomène plus long. Alors certes, comme je le disais, la météorite tombe et écrase tout ce qu'il y a à l'endroit de sa chute. Ça va générer aussi des poussières ou des choses comme ça, mais ça ne peut pas être que ça. Donc cette notion de temps, elle est très très importante à mon sens, en tant que paléontologue. Et justement, pour terminer cette promenade dans l'histoire du vivant en votre compagnie, je voudrais à nouveau parler de vitesse et employer un oxymore que je vous ai emprunté. Vous dites qu'au fond, pour la survie d'Homo sapiens, l'urgence, c'est de ralentir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Voilà, alors le problème de cette 6e extinction donc, causée par l'homme, c'est cette vitesse. Elle est des milliers de fois plus rapide que tout ce que l'on a pu observer dans les crises précédentes sans l'intervention humaine. Parce que là, on voit sur 150 ans la disparition d'un grand nombre d'espèces. On peut citer le dauphin du Nil, on peut citer le dodo, à une échelle vraiment très courte, on peut faire une liste longue comme le bras d'espèces qui ont déjà disparu par rapport aux millions d'années que j'évoquais précédemment. Donc il faut absolument qu'on ralentisse le processus. C'est-à-dire qu'il faut ralentir la surconsommation, la surexploitation, la fragmentation des habitats, la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre. Bon, tout le monde dit ça, j'ai l'impression de répéter toujours un peu la même chose, mais c'est vraiment important. Chacun à son niveau, je pense qu'on peut faire un geste pour ralentir un tout petit peu cette surconsommation qui génère des tas d'effets négatifs. Alors bien sûr, il y a le problème de l'explosion démographique. Là, pour l'instant, la planète n'est pas capable de nourrir la quantité d'humains, et surtout avec tous les besoins réels ou créés de l'humain. Donc il est vraiment, vraiment, je pense, temps de ralentir, et il n'est pas trop tard pour rester vivant.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Sylvie Crasquin, paléontologue, directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.